Voilà. Je vous propose un petit exercice olfactif avant de commencer. Nous allons réviser les menthes. Alors, aucun mystère, hein. Je vais vous faire sentir 3 menthes. Et donc, ce que je vous demande, c'est d'observer ces menthes et de voir si vous pouvez faire certaines déductions par rapport à ces différentes odeurs de menthe. Voilà, ne les mélangez pas, sinon ça va être compliqué. On va pas le faire. Donc, essayez bien identifier le 1, le 2, le 3. C'est bien. Voilà, si vous pensez reconnaître la camomille, la situation est grave. C'est grave. On a désespéré, je pense.
Non, ça, c'est pas du tout. Oui, oui, moi, je suis gauche. Voilà, j'entends des réflexions tout à fait intéressantes. Donc, j'ai entendu parler de choses connues, hein, de chewing-gum et notamment de chlorophylle. Oui, c'est tout à fait pertinent. Donc, dans la démarche et la méthodologie, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de retrouver des choses connues, des choses que le cerveau a déjà expérimentées, et ça va favoriser très fortement la mémorisation de ces auteurs et ça va vous permettre de les retrouver. Alors, est-ce que il y a d'autres observations? Comment vous pourriez les comparer? Quels mots vous pourriez utiliser pour comparer ces trois odeurs? La deuxième, moi, la deuxième, elle me paraît plus piquante. Oui, je veux dire que la menthe poivrée, la deuxième, oui, parce qu'elle est plus piquante. Donc, en effet, la deuxième est l'amande poivrée. Et la première, la menthe des champs, elle est plus douce. La première est l'amande des champs, oui. En fait, le point le plus important, c'est que nous avons le plus de monoterpénol dans la première et le plus de cétone dans la dernière. Et donc, on a de moins en moins de monoterpénol et de plus en plus de cétone. Est-ce que vous pouvez retrouver l'énergie de ces deux familles biochimiques, l'énergie olfactive, hein, c'est-à-dire l'empreinte olfactive de ces deux familles biochimiques? Et là, c'est quelque chose d'énorme parce que vous allez pouvoir ressentir la vibration des cétones dans une huile essentielle et le côté très, très tonique des monoterpénols également dans l'huile essentielle. D'un point de vue de la caractérologie, ce qui est très intéressant, c'est que ces molécules vont changer le caractère de l'huile essentielle. Dans notre menthe poivrée, il y a un côté très antidépresseur. Il y a un côté très, très tonique, un côté énergie inépuisable, jamais malade, infatigable. Et ça, c'est le monoterpénol. Les cétones, on est dans le mental, et le mental, il critique, il analyse, il juge. Et donc, on est dans un côté beaucoup plus négatif. On est dans un côté beaucoup plus manipulateur. Le mental, il calcule, il triche, il ment. Voyez? Et dans nos huiles essentielles de menthe poivrée, on va avoir des qualités très différentes. On a des huiles essentielles de menthe poivrée avec un fort taux de menthol, près de 50%, et peu de menthol. Mais vous allez aussi trouver des lots. Celui que je vous ai fait sentir, il est presque équilibré. On a 34% de menthol et 31% de menthone dans la deuxième. La deuxième. Donc on est presque moitié-moitié. La première, beaucoup de menthol et pas de menthone. La deuxième, moitié-moitié. Et la troisième, il n'y a pas de menthol. On est presque exclusivement dans les cétones avec la menthe verte, la chlorophylle. C'est de la carbone. Oui, oui, tout à fait. Après, il y a aussi des variétés un peu différentes, hein. Vous avez la menthe dite japonaise, la menthe nana, qui a un menthol très, très frais. Alors, je vais vous passer avec un papier désinfecté deux produits pour continuer l'observation. Le premier, c'est du menthol pur. Le menthol pur, ça se vend en pharmacie sous forme de cristaux, comme du sel. Et donc, vous allez voir que le menthol pur, ben, c'est solide.
Donc là, c'est un... Voilà. Là, c'est avec le papier. Le papier et le pot sont désinfectés. Voilà. Je vais enlever le couvercle. Comme ça, vous manipulez le moins possible. Alors tu prends. La troisième, c'était la menthe verte, alors. La menthe verte, oui. Merci. Donc, nous avons senti menthe des champs, menthe poivrée et menthe verte. Et l'antidépresseur, c'est la menthe des champs. La menthe poivrée est connue aussi comme bon antidépresseur, hein, donc on va... Oui. Et alors, je vous fais passer une essentielle corse d'un distillateur que nous connaissons en Corse. C'est le Nepeta. Dans la langue corse, c'est Nepita. En français, ça s'appelle le petit calaman. Et dans calaman, vous avez calamenta, menta. Donc, vous avez de la mentone comme principe actif majoritaire, de la pulégone, une autre cétone, comme deuxième principe actif. Donc, vous allez sentir très fortement des cétones dans ce Nepeta, mais des cétones différentes de la menthe verte. Les cétones de la menthe verte, la chlorophylle est totalement inoffensive, mais vous avez des cétones un peu plus puissantes. Donc ici, on n'a pas la carbone de Mentha viridis, de Mentha spicata. Nous avons la piperitone et la pulégone. Vous allez sentir la violence presque toxique des cétones dans cette huile essentielle. Monsieur, Oui. j'ai du calaman des bois à la maison. Ça se prend. Enfin, j'ai acheté ça, mais je l'ai planté dans mon jardin, mais j'en ai jamais mangé, enfin bu en tisane, tout ça en tisane. Oui, c'est possible. Le petit calaman que nous sentons ici, il est utilisé en cuisine avec le fromage corse blanc, ce qu'on appelle la brousse. Donc, on met des plantes sauvages, notamment le petit calaman, écrasé dans ce fromage blanc, et c'est servi sur, par exemple, une truite de montagne ou des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est une plante qui est condimentaire, mais comme toutes les épices, en excès, elle devient toxique. Trop de thym, ça provoque une cirrhose du foie, etc. Donc, c'est une plante aromatique. En tisane, il faut être prudent. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre toute l'année, mais ce sont des cures de quelques jours, une dizaine de jours, pour des indications bien précises. Et notamment, le petit calaman va être intéressant dans certaines pathologies hépatiques, notamment des cirrhoses alcooliques ou de la stéatose hépatique, mais sur des durées faibles, parce qu'à longue durée, ça va devenir hépatotoxique. Ça active plutôt le mental de quelqu'un qui est trop dans l'émotion, par exemple. Vous parlez de laquelle? Le cétone qui est... En règle générale, les cétones, oui, stimulent le mental avec les mauvais côtés du mental que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi le bon côté du mental. Et le bon côté du mental, c'est de pouvoir justement prendre un petit peu de hauteur quand on est submergé par les besoins affectifs, les troubles émotionnels, etc. Donc, je vous rappelle, hein, au niveau de la caractérologie, ce Mentha piperita, c'est un personnage plein de dynamisme. Vous imaginez un Mentha piperita qui vient voir sa grand-mère, elle est ravie parce que c'est une tornade blanche un petit peu qui aère, qui vivifie tout. Il est plein d'énergie débordante, de dynamisme, et c'est communicatif, donc il lui fait énormément de bien. Il lui transmet un petit peu sa santé, sa vitalité, son énergie, son enthousiasme, mais il n'est jamais désintéressé totalement. Il vient voir sa grand-mère parce qu'il a besoin de quelque chose à prêter, un peu d'argent ou que sais-je, etc. Voilà. Et puis au bout s'il reste un peu longtemps, s'il reste une heure, il va complètement l'épuiser. C'est un moulin à paroles.
qui fait les questions, les réponses lui-même, qui est toujours un petit peu manipulateur, qui est toujours un petit peu tricheur, arnaqueur, etc. Et oui, bien sûr, au bout d'une heure, alors que dans un premier temps, il est très dynamisant, il est complètement épuisant. Et quand il s'en va, et on s'assied, on respire, et ouf, voilà, je vais pouvoir me poser un petit peu. Et ça, c'est le côté de, c'est l'image de l'huile essentielle. Vous en prenez un petit peu, ça vous donne la pêche, ça vous stimule, ça vous dynamise, etc. Vous en prenez trop, vous êtes épuisé. Voilà. Parce que c'est un feu dynamisant, mais qui va épuiser également l'énergie vitale des gens et des personnes. Donc voilà, pour ceux qui sont à distance, j'avais mis le cours à la page 108, à la page de la caractérologie de Menta Piperita. Pour terminer sur le sujet, si vous voulez bien, je vais vous présenter des notes de cours que je partage à distance. Voilà. Vous les avez ici et on va réviser ensemble les propriétés principales de Menta Piperita. Mais avec une vision, on a vu la fois passée comment on l'utilisait à la maison. Ici, on voit comment le monde médical utilise et comprend cette huile essentielle. C'est pas à retenir, bien sûr, c'est quelque chose qui va nous éclairer sur cette huile essentielle de menthe. Ce que je vous dis par rapport aux molécules, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui n'a pas été publié. C'est des informations que vous ne trouverez pas dans la littérature. Comment un taux de menthone supérieur va changer la caractérologie de Menta Piperita, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu, qui n'a jamais été écrit. Donc, c'est quelque chose de vraiment précieux. J'espère que vous vous en rendez compte. Alors, l'huile essentielle de menthe, elle active l'énergie vitale et donc le métabolisme en règle générale. C'est-à-dire que si vous prenez une cellule, quelle qu'elle soit, une cellule du cerveau, une cellule du rein, une cellule du foie, cette cellule est stimulée, est activée par Menta Piperita, et principalement les cellules du foie. Donc c'est une huile essentielle qui agit en augmentant le travail du foie. Cholagogue, la bile s'écoule plus abondamment. Cholérétique, la cellule fabrique plus de bile. Carminatif, ça permet de diminuer les gaz intestinaux. Et antivomitif, le terme est un terme de phytothérapie traditionnelle, mais le terme exact, c'est antinauséeux. Ce n'est pas une huile essentielle qui empêche de vomir. C'est une huile essentielle qui empêche d'avoir la nausée. Et donc, on voit les insuffisances de l'estomac et de la vésicule biliaire en règle générale. La digestion lente, avec un état un peu nauséeux, et un repas qui reste sur l'estomac longtemps. Donc, on a mangé le midi, mais à 4 heures, on a toujours le repas de midi sur l'estomac. Donc, la menthe poivrée favorise l'évacuation gastrique. Les troubles du transit intestinal, ballonnement et flatulence. L'activité tonique de la menthe poivrée a tendance à augmenter l'appétit, notamment les personnes fatiguées, anorexiques, mais voilà. Oui. Les personnes neurasthéniques, on va dire. C'est le terme que je cherchais. Atonie, ça veut dire manque de vitalité et manque de tonus. Donc, atonie de l'estomac, de l'intestin et constipation. La menthe poivrée, dans un mélange amassé sur le ventre pour la constipation, me semble tout à fait intéressante et indiquée pour son action très tonique. Le mal de transport, on l'avait évoqué abondamment la fois passée. Hein. Nausée de la grossesse, certainement pas seule, parce qu'elle est également utérotonique. Donc, elle va favoriser des contractions prématurées si on la prend seule. On mettra un petit peu de menthe dans une formule avec du citron, avec beaucoup de citron, avec du romarin cinéole par exemple.
Toujours au niveau hépatique, la vitalité de la cellule du foie après une attaque toxique, qu'elle soit alcoolique, qu'elle soit médicamenteuse, qu'elle soit virale, une hépatite virale, une hépatite alcoolique ou bien une hépatite médicamenteuse, par exemple. Donc, ça favorise le bon fonctionnement et la régénération du foie dans toutes ces situations. Un peu de menthe poivrée permet d'équilibrer la cirrhose, d'éviter l'acide et la décomposition, c'est-à-dire l'accumulation de liquide au niveau du foie. Monsieur, Oui. excusez-moi, est-ce que par exemple on peut donner ça en cas de cancer terminal avec acide? Écoutez, c'est compliqué, d'autant plus qu'elle va probablement diminuer la durée de vie de la chimiothérapie dans l'organisme. Donc, j'ai envie de dire pour le confort, en usage local, avec un peu d'huile végétale, oui. Mais on va essayer de ne pas interférer trop avec le travail des oncologues, etc. Donc, au niveau des mycoses, on a une petite action antimycosique sur la menthe poivrée qui n'est pas inintéressante, mais le côté principal, c'est que une mycose, ça démange et que le froid calme la démangeaison. On l'avait évoqué la fois passée sur la piqûre d'insectes. Donc, un petit peu d'une huile essentielle riche en menthol sur une mycose va diminuer probablement la charge des champignons, mais va surtout diminuer la démangeaison par un petit côté froid local. Tout ce que vous voyez ici, je vous le répète, c'est certainement pas pur. C'est dans un traitement. Donc la menthe poivrée a sa place dans un traitement antimycosique, mais vous n'allez pas utiliser la menthe pure sur une mycose, d'autant plus si c'est fragile, si c'est une mycose qui touche la bouche, les muqueuses, etc. Antispasmodique léger, ben c'est énorme, hein, parce que si vous voyez la date de notre cours, c'est 2000, bien avant que Tampocol existe. Donc voilà, on avait les médicaments qui ont été développés sur base d'une connaissance traditionnelle et clinique que nous avions. Et c'est en voyant comment on utilisait la menthe poivrée en clinique qu'ils ont sorti ce médicament-là. Malheureusement, pour pouvoir sortir un médicament, il fallait utiliser l'huile essentielle seule. Or, on a des effets secondaires quand on utilise le médicament seul, l'huile essentielle seule, que nous n'avons pas quand nous l'intégrons dans une formule complète. Donc, quand nous, on propose un traitement équilibré antispasmodique du côlon irritable, par exemple, on n'a pas les effets secondaires qu'on pourrait avoir avec un Tampocol parce que la menthe poivrée est utilisée à dose beaucoup plus faible et n'est pas utilisée seule, mais est intégrée dans une formule complète. Et puis enfin, la menthe poivrée participe aux effets mucolytiques, et notamment quand il y a du mucus qui encombre les cordes vocales et qu'on a une aphonie, qu'on ne sait pas parler, la menthe poivrée va calmer la douleur de la gorge parce que c'est un antalgique, mais va également permettre de désinfiltrer le mucus qui colle sur les cordes vocales et la personne va pouvoir s'exprimer à nouveau, pouvoir parler, etc. Comme c'est un grand stimulant, elle convient en cas de fatigue et notamment, c'est également un immunostimulant. Donc, une des intérêts majeurs, c'est la fatigue après une infection. La fatigue post-Covid, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a des médicaments à éliminer au niveau hépatique quand on a pris une antibiothérapie, parce qu'on est épuisé physiquement et parce que l'immunité s'est effondrée. Donc, on a vraiment un intérêt sur ces trois indications avec la menthe poivrée dans quelque chose de global avec des immunostimulants, un peu de Ravinsara, un peu de thym, pourquoi pas un thym à linalol, entre autres, etc. La menthe poivrée permet de récupérer également en cas d'anémie, bien sûr, dans le cadre d'un traitement complet. Vous savez qu'il n'y a pas de fer dans la menthe. C'est un neurotonique
qui est utilisé beaucoup en caractérologie avant de passer un examen, etc. Si vous voulez, l'amande poivrée, il a, en caractérologie, c'est cet individu qui a toujours l'art de se faufiler comme un poisson, de filer entre les mains, etc., de passer entre les mailles du filet, etc. Et donc, l'examinateur à l'oral pose une question sur une matière qu'on ne connaît pas bien. Ben, le côté menta piperita, c'est de profiter du sujet pour dévier vers quelque chose qu'on connaît et qu'on maîtrise très bien. Voilà. Ça, c'est le côté un petit peu roublard et de celui qui ne se laisse pas démonter et qui va pouvoir toujours tirer le meilleur parti et le meilleur profit de ce qu'il connaît, etc. Et puis, si l'examinateur lui dit oui, mais ce n'était pas le sujet, oui, je sais bien, mais je trouvais que c'était tellement important, bien que je trouvais que ça valait vraiment la peine d'insister sur le sujet, etc. Enfin, voilà, c'est un petit peu le côté menta piperita. Tout ce qui est trac, inhibition, de ne pas oser, etc. Menta piperita, c'est quelqu'un qui ose tout, il a un culot monstre, c'est incroyable, quoi. Donc, c'est le côté, l'énergie de Menta piperita qui va nous permettre de parfois soulever des montagnes, pousser des portes, etc. Le côté mental, perte de concentration, fatigue intellectuelle, notamment chez la personne âgée. Et puis tonique utérin, donc notamment vous avez certains auteurs qui proposent un massage du ventre quand le travail se déclenche avec des monoterpénols du palmarosa. Donc on retrouve le géraniol de Saint-Bopogon-Martigny, c'est une essentielle qu'on n'étudie pas en première année, mais qui contient du géraniol en quantité importante. Et puis un peu de Menta piperita pour le menthol, ça fait un massage voilà, dans une huile végétale bien sûr, et ça permet de bénéficier de l'action tonique musculaire, utérotonique, pour avoir des contractions qui vont être efficaces et donc un travail qui va être moins long et une moins grande fatigue, d'autant plus que la menthe est également antalgique et donc ça permet de mieux supporter le travail et de raccourcir la durée du travail, entre autres, etc. Ça, c'est pour l'usage externe. Et nous avions vu en usage interne une formule également. Vous vous souvenez de quelle huile essentielle il s'agissait? Le clou de girofle, hein, Syzygium eugenia, la bonne naissance, tout à fait. Voilà, je vous avais promis une petite révision de l'amande poivrée. Elle était un peu longue. Je m'en excuse. Donc voilà, je vais terminer. Voilà. Merci. Donc je vous propose d'ouvrir les notes de cours au niveau des monographies des familles biochimiques parce qu'il nous reste quelques familles biochimiques à évoquer brièvement. Alors tout d'abord, la première monographie que je vais vous proposer, c'est celle qui se trouve à la page 57, les hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est une famille biochimique, je vais dire, assez compliquée dans le sens où on n'a pas un poids moléculaire constant. On a des tout petits hydrocarbures et des très gros hydrocarbures. Ce qui veut dire que les positionner dans le triangle, c'est compliqué parce que si c'est un gros hydrocarbure, ça va monter dans le haut du triangle. Si c'est un petit hydrocarbure, ils vont descendre plutôt dans le bas du triangle. Alors, un hydrocarbure, ben, comme tout est dans le nom, vous avez de l'hydrogène et du carbone, rien d'autre. Ça nous fait penser à nos monoterpènes, la première famille biochimique que nous avons étudiée. Simplement, un monoterpène, ça vient d'une voie de biosynthèse particulière. Je vous ai expliqué qu'il y avait des espèces de briques, des petits modules qui sont associés les uns aux autres, que l'on appelait l'isoprène, et c'était des modules à 5 carbones. Donc, quand vous aviez deux modules
ça faisait 10 carbones, on appelait ça un terpène, un monoterpène. Quand vous en aviez 3 modules, ça faisait 15 carbones, ça faisait 1,5 sesquiterpène. Et quand vous aviez 4 modules, ça faisait 2 terpènes, donc un diterpène. Les hydrocarbures, ce sont des molécules semblables, mais elles ne viennent pas par la voie de ces modules. Et donc, tout est possible. On peut avoir de l'heptène, c'est une molécule à 7 carbones. On peut avoir un octène, une molécule à 8 carbones. On peut avoir voilà, des nonadécènes, 19 carbones, etc. Donc, ce sont d'autres voies de biosynthèse, mais qui aboutissent à des molécules qui partagent avec les terpènes que nous avons étudiés le fait de n'avoir que du carbone et que des hydrogènes. Il n'y a pas d'oxygène, évidemment pas d'azote ni de soufre. Parfois, ces molécules ont le maximum d'hydrogène possible. Et elles sont un peu spéciales. Au lieu de s'appeler N, elles s'appellent AN, la terminaison de la molécule. Donc, quand je vois décane ou nonane, nonane, c'est 9 carbones. Et il n'y a pas de double liaison. C'est ça que ça veut dire. Quand vous avez AN, ça veut dire qu'il n'y a aucune double liaison. La molécule est saturée. Le maximum d'hydrogène possible se trouve sur la molécule. Et cette caractéristique, c'est une caractéristique que l'on retrouve dans les paraffines. Donc, il existe des paraffines minérales qui viennent du pétrole et qui obstruent les pores, qui empêchent la peau de respirer, etc. Et puis, vous avez des paraffines d'origine végétale. L'huile essentielle qui contient le plus de paraffines végétales, c'est Rosa damascena. La rose de Damas, l'huile essentielle la plus chère. Quand vous la regardez à 20 degrés, elle est solide. C'est-à-dire que les paraffines qu'il y a à l'intérieur sont solidifiées, un peu comme une paraffine qu'on utilise pour leur passage ou autre. Voilà, c'est la caractéristique de la rose de Damas. Si vous achetez une rose de Damas qui n'est pas solide à 20 degrés, ce n'est pas une bonne. Elle ne contient pas suffisamment d'alcane. L'autre huile essentielle qui contient beaucoup d'hydrocarbures, après Rosa damascena, c'est le millepertuis. Alors là, c'est une plante magique dans le sens des sorcières. Hein. C'est une plante qui est consacrée à Saint Jean. C'est la plante qui capte peut-être le mieux chez nous l'énergie solaire. À tel point qu'elle est photosensibilisante et elle peut favoriser les coups de soleil, les taches et dépigmentation, etc. Voilà, une brève introduction sur ces hydrocarbures. Je ne rentre pas plus dans le sujet. Pourquoi? Il n'y a pas de toxicité, donc ça ne nous préoccupe pas trop. Et vous allez rarement les rencontrer en quantité majoritaire. Vous la rencontrerez dans 2 huiles essentielles qu'on n'étudie pas cette année, le millepertuis et la rose de Damas. Donc cette famille biochimique n'est pas particulièrement importante pour l'examen à passer. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à la page 54. Est-ce que nous l'avons déjà étudié? Non. On a rencontré des coumarines. On a rencontré des coumarines dans les agrumes. Ils étaient photosensibilisants. C'était le cas du citron. Et on a rencontré des coumarines dans toutes les lavandes. Lavande aspic, Lavandula angustifolia et les lavandins. Les coumarines sont des molécules très nombreuses. Il y en a plus de 1000. Il y en a très peu dans les huiles essentielles parce que
soit elles sont solubles dans l'eau, soit elles sont peu volatiles, mais en tout cas, elles passent pas abondamment dans les huiles essentielles. L'huile essentielle qui contient le plus de coumarine, c'est une cannelle qui n'est pas la meilleure. C'est la cannelle dite de Chine. C'est une cannelle moins chère, qui n'est pas la cannelle de Ceylan, et on a jusqu'à 4% de coumarine dans cette huile essentielle. Alors, elles sont tellement nombreuses, ces coumarines, que généralement, on les classe en 3 sous-familles. Il y a les coumarines vraies ou les coumarines simples, celles de la lavande. Une petite action fluidifiante du sang. Et pas de risque toxique. Si ce n'est le risque de fluidifier le sang trop fort en cas d'empoisonnement. Il faudrait avaler des litres de lavande pour pouvoir avoir une toxicité sanguine. Les deux familles, c'est quoi vous avez dit? Elles sont là, les coumarines, les furocoumarines et les pyranocoumarines. Elles sont, comme il y en a beaucoup, elles sont divisées en 3 sous-familles. Les coumarines, elles sont dessinées au tableau. Les 3 sous-familles, ce sont les coumarines à gauche, les furocoumarines au centre et les pyranocoumarines à droite. Alors, les coumarines simples, elles sont fluidifiantes du sang, ce sont celles de lavande, par exemple. Les furocoumarines ont une toxicité supplémentaire, elles sont phototoxiques, photosensibilisantes. Ce sont les coumarines de la bergamote, du citron, du pamplemousse, du courge-bava, etc. Photosensibilisantes et Phototoxiques ou photosensibilisantes, voilà. C'est par exemple la molécule que nous retrouvons dans la berge du Caucase, pour ceux qui connaissent. Ouais. Oui, ah oui, bien sûr. C'est le principe actif toxique de cette berge du Caucase. Les pyranocoumarines, vous ne devez pas retenir, elles sont hépatotoxiques à haute dose, elles sont assez rares. On va en trouver dans une apiacée. Une apiacée, c'est la même famille que la berge du Caucase, qui s'appelle le Kela. Il y en a très peu dans l'huile essentielle. Les coumarines, on les trouve beaucoup plus dans les plantes, notamment si vous connaissez la spirule odorante, avec laquelle on fait des apéritifs très agréables au niveau du goût, notamment le meddrang dans la région de la Gaume, d'Arlon. Ce qui donne le goût au meddrang, c'est la coumarine que l'on retrouve abondamment dans la plante aspirule odorante. Tout ça pour vous dire qu'il y a plus de coumarine dans la plante que dans son huile essentielle. Donc, si je vous dis les pyranocoumarines sont hépatotoxiques, elles vont être surtout hépatotoxiques quand on prend la plante en phytothérapie pour l'asthme et en gélule, parce qu'il y a beaucoup plus de coumarine dans la plante entière que dans l'huile essentielle. Dans l'huile essentielle, on a des traces infinitésimales et l'huile essentielle n'est pas hépatotoxique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette famille biochimique pour l'examen? Toutes les coumarines ne sont pas photosensibilisantes. Ça, c'est une question d'examen. Une lavande n'est pas photosensibilisante. Au contraire, on l'utilise pour protéger la peau du soleil. Donc, certaines coumarines sont photosensibilisantes, mais pas toutes. Voilà, ça, c'est le point le plus important à retenir de cette monographie pour l'examen. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à jeter un petit coup d'œil rapide également sur les lactones à la page 58.
Alors, qu'est-ce qu'une lactone? Il faut retenir par cœur, c'est une estérification intramoléculaire d'un acide et d'un alcool, l'alcool étant constitué d'un cycle furane. Monsieur, je peux passer l'examen au mois d'août. Alors, vous ne posez que cette question-là. C'est une famille biochimique avec une très grande efficacité, mais des risques toxiques également. Les risques toxiques sont semblables à ceux des cétones, j'ai envie de dire. Une neurotoxicité à très haute dose, mais surtout un côté très allergisant aussi. Les huiles essentielles à lactone sont rares. Elles sont utilisées dans les pathologies lourdes comme la mucoviscidose pour des propriétés mucolytiques exceptionnelles. On va en trouver beaucoup dans les livres et presque jamais dans nos huiles essentielles. Donc, dans les livres, on lit qu'il y a des lactones dans le laurier. J'ai fait analyser peut-être 40 lots de laurier, je n'ai jamais trouvé une lactone. On nous dit qu'il y a des lactones dans l'inule et qu'elle est dangereuse. Il faut faire attention au choc à l'inule. Les personnes peuvent s'étouffer par leurs sécrétions tellement qu'elles liquéfient les sécrétions. J'ai jamais vu ou quasiment pas vu de lactone dans l'inule. Moi, je propose à mes clients une huile essentielle à lactone. C'est le Nepeta, Nepeta cataria. Nepeta cataria à lactone, et on l'utilise principalement dans des gros encombrements d'otite pour essayer d'éviter une opération dans certains cas. On l'utilise dans des gros encombrements bronchiques, mais aussi surtout pour dissoudre des tissus, et notamment en cas de cicatrice kéloïde. Quand il y a un gros bourrelet, induré, c'est-à-dire dur au toucher, les lactones sont des dissolvants encore plus puissants que les cétones. Voilà pourquoi certains de nos prescripteurs utilisent cette très rare Nepeta lactone. Sachez que c'est une famille biochimique qui présente un risque toxique, donc ne jouez pas avec des huiles essentielles que vous connaissez mal et qui seraient très riches en lactone. Je pense à l'Oné, voilà, je pense à ce fameux Nepeta, etc. Soyez prudents avec ce type de famille biochimique. Les propriétés, ça dissout le mucus, ça dissout le sang, c'est anticoagulant également. Et puis, ça fait tomber la fièvre. Certaines sont très allergisantes. Il y en a des traces dans l'angélique que nous étudierons l'année prochaine, et deux huiles essentielles très riches en lactone, une plante qui s'appelle Onée, A-U-N-E, accent aigu, l'Onée, Inula helenium. Ils sont allergisants par voie cutanée. Oui, allez, par voie cutanée, oui. Par voie cutanée, il y a un risque allergique important, surtout pour Cryptocarya massoia. Là, c'est vraiment sévère. Toutes les lactones ne sont pas allergisantes, c'est pour ça que nous avons choisi Nepeta cataria. La Nepeta lactone ne présente pas de graves risques d'allergie cutanée, comme on pourrait avoir avec d'autres lactones. On nous décrit aussi la présence de lactone dans le cèdre de l'Atlas, mais de nouveau, à l'analyse, on trouve pas de lactone dans le cèdre de l'Atlas. La dernière famille biochimique est beaucoup plus importante parce que c'est une molécule que nous allons rencontrer dans le basilic, qui est la dernière huile essentielle que nous étudions aujourd'hui. Nous sommes à la page 62. Dans cette famille biochimique, on l'appelle généralement les éthers, en raccourci,
mais les oxydes sont également des éthers. Donc, on devrait dire un phénol méthyléther. Qu'est-ce qu'un phénol méthyléther? Je vais plutôt vous présenter un petit diaporama. Voilà, c'est un diaporama que j'utilise généralement pour approfondir la famille biochimique en deuxième année, mais je pense que vous avez les notes de cours devant vous et je pense que ce diaporama sera très intéressant pour bien comprendre cette famille biochimique. Voilà, j'espère que tout va bien. Donc oui, pour vous répondre, Christelle, la troisième menthe que nous avons sentie en classe était la menthe dite verte, la chlorophylle des chewing-gums. Son nom latin, c'est Mentha spicata. En français, on l'appelle la menthe verte. Et beaucoup de laboratoires utilisent un nom impropre, Mentha viridis, qui est la traduction en latin du nom français menthe verte, mais qui n'est pas une appellation botanique exacte. Donc, avant de passer aux propriétés, nous avons au tableau l'explication. Donc, nous avions une molécule de phénol, ici, avec un OH sur un cycle aromatique. Donc, on avait le cycle aromatique et un OH. La molécule a perdu son H et le H a été remplacé par une fonction méthyle. Et dans le nom qui peut vous paraître compliqué, un méthyle, c'est CH3. Donc, vous avez le cycle aromatique du phénol. Un O lié à 2 carbones, c'est la fonction éther. Et un méthyle, c'est un CH3. Donc, ça, c'est la fonction phénol-méthyléther. De l'anétol, c'est la molécule qui a le goût et l'odeur du pastis, du Ricard. La molécule que nous étudions aujourd'hui, c'est le méthylchavicol éther. C'est son nom exact. Quand elle est isolée de la plante, les chimistes lui donnent le nom d'estragol. C'est un petit nom parce que c'est le principe actif qui donne l'odeur d'estragon. Donc, quand je regarde la molécule ici, c'est exactement la même chose que l'anétol, à une différence près, c'est que dans l'estragol, la double liaison se trouve sur le deuxième carbone, dans l'anétol, alors que dans l'estragol, il se trouve sur le premier carbone. C'est la seule chose qui change entre les deux. On appelle ça des isomères. Ce sont deux molécules très proches, mais la double liaison se trouve sur le carbone d'à côté. On a d'ailleurs dans l'estragon et l'estragol, c'est également la molécule qui donne l'odeur du cerfeuil. Vous avez une petite odeur anisée dans une soupe au cerfeuil. Voilà. Cette odeur anisée vient de l'estragol, qui est une molécule proche de la molécule de l'anis, du Ricard, du pastis, qu'est l'anétol. Voilà. Et puis à côté de ça, vous avez la forme 6 et la forme trans. Au niveau de l'anétol, vous avez du 6-anétol et du trans-anétol. Dans le pastis, c'est plutôt le trans-anétol qu'on va utiliser. Les propriétés. Cette molécule d'estragol est une molécule majeure. C'est une des huiles essentielles que nous avons le plus utilisées dans toutes nos préparations contre l'insomnie. Dieu sait que depuis la création de Phytosun Arome dans les années 80 jusqu'à maintenant, ce sont de nombreuses spécialités qui ont été vendues à des centaines de milliers d'exemplaires qui ont été mis sur le marché pharmaceutique pour traiter ou pour aider au sommeil et d'autre part pour la détox ou la digestion.
Je pense à des produits comme des alternatives naturelles à une pastirénie. Je pense à des produits détoxifiants du foie, des produits qui sont appelés purifiants, qui sont appelés par la suite aromadigeste, aromadétox, etc., herbadigeste. Dans toutes ces gammes de formulations, le basilic et son huile essentielle, sa molécule, le méthylchavicol, ont été vraiment très importants. La propriété principale de cette famille biochimique est d'être un antispasmodique majeur. Tous les spasmes du système digestif, la vésicule biliaire qui fait mal, des ballonnements, des crampes aux intestins, etc. Je me souviens d'un cas, une personne qui avait emménagé dans une nouvelle maison, il y avait un magnifique cognacier et elle avait fait de la confiture de coin. Elle en avait abusé un petit peu, des crampes, des douleurs intestinales épouvantables, presque des douleurs d'accouchement, d'après la personne. Une goutte de basilic sur un petit morceau de sucre en bouche, c'était pas avalé, hein. Le sucre était encore sur la langue que la douleur s'apaisait déjà. Une puissance antispasmodique, mais assez exceptionnelle. Quand on a des violentes douleurs au rein, parce qu'il faut expulser des petites pierres en cas de lithiase, de pierres au rein, etc., ben, la douleur provoque des crispations des musculatures lisses et empêche l'expulsion des petits cristaux qui font mal. Le basilic, même chose, est un spasmolytique extraordinaire qui va permettre de diminuer la douleur et de favoriser l'expulsion. L'association basilic-menthe, pour moi, est absolument remarquable d'efficacité. Un peu moins fort parce qu'on ne prend que 3 gouttes. Hein. Donc, on prend généralement 2 gouttes de basilic pour 1 goutte de menthe. Et c'est un peu moins puissant que les paracétamol à 1 gramme, mais on a une efficacité antidouleur absolument remarquable. Le fait d'alterner un dafalgan, un paracétamol et une prise d'huile essentielle permet, en cas de forte douleur, des personnes qui sont migraineuses, etc., de diminuer sur la journée régulièrement par 2 les prises de paracétamol. Donc la personne qui, lors des journées de crise de migraine, prenait 4 fois 1 gramme de dafalgan sur la journée, parvient à avoir les mêmes résultats antalgiques avec seulement 2 prises de paracétamol et puis des huiles essentielles. Et c'est la menthe qu'on met, ou la poivrée? La poivrée, généralement. Mais le basilic et la menthe poivrée sont des hépatoprotecteurs. Or, le principal effet secondaire du paracétamol est l'hépatotoxicité. Donc, la personne qui, lors d'une crise de migraine, a associé les huiles essentielles et le paracétamol se trouve beaucoup mieux, beaucoup moins barbouillé, beaucoup moins surchargé au niveau digestif, etc. le lendemain. Voilà un petit peu pour, j'anticipe un petit peu sur les propriétés du basilic, mais c'est pour bien vous faire comprendre la puissance d'action de ce méthylchavicol et des phénols méthyléthers en règle générale. Ce sont des molécules calmantes qui participent à la régulation en cas de stress. Et c'est pour ça qu'on retrouve le basilic dans les formules d'insomnie principalement. Également des formules comme aromazène, des formules de manque de morale, des formules, je ne vais pas dire antidépressives parce que la dépression est une maladie qui nécessite une prise en charge médicale. Mais il s'agissait d'un complément alimentaire de première intention pour les coups de mou et des baisses de morale, entre autres, etc. Précautions d'emploi sont des familles biochimiques qui sont peu intéressantes par voie cutanée. Le basique et l'estragon, nous, on ne l'utilise pas par voie cutanée. Le fenouil un peu plus, notamment dans les cas des crampes, des coliques spasmodiques chez le nourrisson, entre autres.
Dans la famille, nous avons des molécules qui sont toxiques. C'est le cas de l'apiole du persil. L'apiole est abortif. C'est le cas du safrole que nous trouvons notamment dans les sassafras, mais en petite quantité également dans la noix de muscade, et la myristicine également que nous trouvons dans la noix de muscade. On pourrait dire, pour retenir ou pour comprendre plus exactement, que les propriétés sont assez proches de celles des esters que nous avons abondamment étudiées, mais beaucoup plus puissantes encore, et surtout spécifiques de la voie orale. On va utiliser de la camomille en externe et on va utiliser du basilic en interne, dans les cas de spasmes les plus violents, les plus puissants, etc. D'accord, j'ai 2 fois la même dia. Je croyais que j'allais dans l'autre sens. Je me dis, mais enfin, je tourne en rond. Aujourd'hui, peut-être que ceux qui sont vraiment à la pointe de l'actualité savent que des sociétés comme Pranarome ont retiré du marché l'huile essentielle extraordinaire que nous étudions aujourd'hui, qui est le basilic. Pourquoi? Parce que quand la santé n'est pas le plus important, mais ce qui est important, c'est de faire de l'argent, les sociétés se plient aux réglementations, etc., et préfèrent ne plus vendre le basilic. Que se passe-t-il? C'est que l'estragol s'est avéré potentiellement cancérigène chez le rongeur. Et aujourd'hui, la présence d'estragol dans les compléments alimentaires est terriblement surveillée, restreinte et limitée. Je pense que c'est 3 mg par jour d'estragol possible. Un basilic, c'est environ 80% d'estragol. Donc, si vous prenez une goutte de basilic, vous avez 32 mg d'estragol, c'est-à-dire 10 jours de prise de compléments alimentaires. Alors ça, c'est la réglementation des compléments alimentaires en capsule. À côté de ça, vous allez chez Colruyt et vous achetez une boîte Knorr de potache au cerfeuil. Ça fait 250 grammes et vous lisez l'étiquette, il y a 22% de cerfeuil dans la boîte. 22%, ça vous fait 44 et 11, 55 grammes de cerfeuil. 55 grammes de cerfeuil, il y a plus ou moins 0,8% d'huile essentielle dans le cerfeuil. Donc voilà, vous faites 0,8% de 55 grammes, on est plus ou moins à 400 mg d'huile essentielle, de 450 mg d'huile essentielle de cerfeuil dans le potage, avec 20% d'estragol. Donc ça vous fait 80 mg en une 80 mg en un repas. Et ça, c'est autorisé. 80 mg en un repas, ben, ça vous fait environ 3 mois de traitement, 3 mois de prise de compléments alimentaires à la dose maximale d'estragol. C'est-à-dire que vous avez droit à un potage tous les 3 mois. Voilà. Non, mais voilà, quand les intérêts économiques sont en jeu, Knorr, ils peuvent faire n'importe quoi, mais les compléments alimentaires, vous savez, c'est très dangereux. Or, un potage, c'est fait pour être consommé tous les jours, alors qu'un complément alimentaire, par définition, ce n'est pas un aliment et on ne consomme pas ça tous les jours. On ne va pas s'amuser à prendre de l'huile essentielle de basilic tous les jours. Alors, que se passe-t-il? Les toxicologues le savent. Hein. Le schéma que je vous donne ici, il est dans la monographie des toxicologues qui ont décidé de limiter à 3 mg l'estragol dans les compléments alimentaires. Mais, principe de précaution à géométrie variable, c'est-à-dire que quand il s'agit du glyphosate, de la 5G, le principe de précaution, ben, on n'a pas de preuve que c'est toxique. Mais quand il s'agit de compléments alimentaires et d'huiles essentielles, surtout des huiles essentielles terriblement efficaces qui peuvent nous permettre de se passer d'antidépresseurs, surtout pas utiliser, on n'a pas de preuve que ce n'est pas toxique. Donc ça, c'est la toxicologie à géométrie variable, bienvenue dans la science du 21e siècle. Voilà.
la science du dollar. Oui, ouais. Donc l'estragol, il ne faut pas retenir, mais simplement c'est pour vous montrer, chez l'homme, l'estragol pourrait être éliminé et transformé en estragol-oxyde. C'est une voie qui n'est pas toxique, elle est majoritaire. C'est-à-dire que quand j'avale 2 gouttes de basilic, majoritairement, l'estragol que j'ai ingéré va être transformé en oxyde d'estragol qui n'est pas toxique. Il peut être transformé aussi en allylphénol qui n'est pas toxique également. Il y a une autre voie de métabolisation, voilà, de l'hydroxyadétol qui n'est pas toxique. Et puis on a de l'hydroxyestragol qui, chez l'homme, est principalement transformé ici en hydroxyestragol glucoside, qui n'est pas toxique bien sûr. Mais il y a une voie de sulfooxyestragol qui, par carbocation, peut donner des dégâts au niveau de l'ADN et peut être potentiellement cancérigène. À côté de ça, dans nos traitements, dans nos huiles essentielles, etc., on a d'autres molécules qui sont anticancéreuses et qui vont neutraliser les quelques pourcents qui pourraient éventuellement donner cette voie-là. Il faut savoir que tous les jours, à tout instant, nous fabriquons des cellules cancéreuses. Ça s'appelle le stress oxydatif, ça s'appelle les radicaux libres, la lumière UV, le soleil, etc., l'alimentation, les cosmétiques, les plastiques, etc., etc., les gaz d'échappement, la cigarette, le verre de vin et compagnie, etc. À chaque instant, on fabrique des cellules cancéreuses qui sont naturellement détruites par l'organisme. Voilà. Et le rat n'a pas le même métabolisme, le même équipement enzymatique que notre foie, nous. Donc le rat n'a pas cette voie majoritaire chez l'homme. Et le rat, lui, il va fabriquer majoritairement cette voie. Et les toxicologues n'ont pas donné l'huile essentielle de basilic. Ils ont donné l'estragol tout seul. L'estragol tout seul et probablement même un estragol synthétique. Et donc, en effet, il y a des doses qui peuvent être cancérigènes chez le rat. Et donc, ils vont calculer quelle est la petite dose qui ne va jamais poser de problème au rat. Ils identifient la dose qui ne pose jamais de problème au rat et ils divisent par 100, par sécurité, pour l'homme. Voilà. Et on en arrive à des inepties. Je vous dis, j'ai des collègues autour de moi, etc. Et puis moi-même, j'ai consommé peut-être depuis 30 ans entre 100 200 millilitres d'huile essentielle de basilic. Au quotidien, dans des produits détox, des ampoules buvables pour la santé du foie, etc., etc. La toxicologie du méthylchavicol, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La présence dans les huiles essentielles non plus. Peut-être non. Ça, ce sont des détails que je vous donnerai prochainement, l'année prochaine, si vous souhaitez continuer l'étude de ces huiles essentielles. Il sera encore temps de voir dans quelles huiles essentielles on trouve ces huiles essentielles. Voilà. La présentation du basilic, bon, on va le faire assez rapidement. C'est une plante que vous connaissez, mais il est important de comprendre qu'il faut être prudent parce que c'est une plante qui est cultivée, que l'on ne trouve pas à l'état sauvage. Et qui dit culture, ben, dit justement cultivars nombreux, variés, différents et des spécificités biochimiques qui sont également différentes, avec des propriétés et des toxicités qui vont être bien distinctes. Donc, voilà. Voilà notre basilic. Ça, c'est celui que nous avons dans le jardin. Voilà, c'est celui que nous mettons dans nos jardinières, dans nos pots, soit dans nos serres, dans nos verrières, à la maison ou même dehors en extérieur. C'est un basilic dit provençal. C'est pas du tout celui que nous utilisons en aromathérapie. Celui qu'on utilise en aromathérapie est un basilic qui a vraiment eu un goût d'estragon et pas un goût de pistou.
Le pistou, c'est le nom provençal pour désigner le basilic, avec laquelle en provençal on dit pistou, et puis en Italie on dit pesto. Voilà. Donc c'est le basilic avec lequel on va faire la cuisine méditerranéenne. Celui qu'on utilise en aromathérapie, ne vous attendez pas à retrouver le goût du basilic. Vous allez avoir un goût d'estragon, un goût de cerfeuil. Vous avez une huile essentielle qui est très anisée. C'est un basilic que l'on appelle tropical. Les principaux pays d'origine sont le Vietnam, les Comores, l'Inde. Ça, ce sont vraiment les grands pays producteurs d'huile essentielle de basilic. Alors, voilà. Nous, traditionnellement, on préférait le basilic du Vietnam parce que c'était le basilic le plus riche en estragol, le plus riche en méthylchavicol, et que c'était le principe actif que nous recherchions dans notre huile essentielle. Aujourd'hui, comme l'estragol est un petit peu mis au banc des accusés par les toxicologues qui ne comprennent pas grand-chose, on a tendance à utiliser un basilic indien qui contient un petit peu moins de méthylchavicol et un peu plus de linalol. Le linalol, c'est la molécule qu'on retrouve dans le basilic provençal de notre cuisine. Dans la cuisine thaï, c'est le basilic avec la cuisine thaï, c'est encore indifférent parce qu'il y a de l'eugénol dedans. Dans la cuisine thaï, on a une odeur de clou de girofle. Donc, on a, oui, bien sûr, un basilic à méthylchavicol, mais vous pouvez avoir également un basilic avec une odeur de clou de girofle. Et là, je peux vous le dire que c'est un basilic qui devient hépatotoxique. Alors que le basilic est un excellent protecteur hépatique, nous en avons consommé énormément au fil des ans. Mais j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Inde, un peu particulier, et on a consommé énormément de basilic à eugénol. Et voilà, il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en ligne de compte, mais je peux vous dire qu'on le sent au niveau du foie. Et la tolérance de ce basilic est totalement différente à la tolérance du basilic provençal et du basilic que nous utilisons en cuisine. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les fameux cultivars dont je vous parle. La composition chimique va fort changer, mais ici, vous avez un basilic à feuilles pointues, alors que ici, la feuille est pointue aussi, mais vous voyez la forme bombée de la feuille est différente de cette forme-ci. La feuille est beaucoup plus allongée, alors que dans l'autre, la feuille est beaucoup plus élargie et beaucoup plus ronde. Donc, ça nous donne évidemment des compositions biochimiques au niveau de ces cultivars qui vont être un petit peu différents. Et ça, c'est le basilic que nous connaissons avec l'inflorescence typique et caractéristique des lamiacées. C'est une fleur qu'on a vue dans le romarin, qu'on a vue dans les sauges. Et si je regarde cette feuille-ci, je retrouve vraiment bien la caractéristique anatomique en coupe transversale des feuilles des lamiacées. Alors, vous avez voilà, des différents types de basilic. Ici, vous avez un basilic avec des tiges qui sont violacées et des fructifications qui vont être violacées également. La graine du basilic qui fait environ 1 millimètre. Des basiliques avec des inflorescences en épis qui sont assez caractéristiques, les épis de lavande, des épis qu'on a rencontrés dans les sauges, dans les marjolaines, entre autres, etc. Mais vous voyez donc ces structures violacées qu'on va retrouver dans les basiliques qui sont tropicaux par rapport. Vous savez pas ça quand vous mettez un basilic au jardin, vous avez plutôt des fleurs qui sont blanches plutôt que des fleurs qui sont violacées comme ceci. Donc le basilic tropical a plutôt des teintes violacées, alors que le basilic provençal a plutôt des teintes blanchâtres. Alors cette dia est très intéressante. Vous avez le genre Ocimum. Ocimum, ça veut dire je sens. Donc nous avons affaire à quelque chose de très aromatique. Et ce genre Ocimum nous donne plusieurs espèces. Nous avons les basiliques gratissimum. Le basilic gratissimum, c'est un basilic qui est à phénol. Vous avez 2 chémotypes. Vous avez un chémotype à thymol. C'est étonnant, hein? Un basilic à thymol.
et un basilic à eugénol, Gratissimum à eugénol. Ça, c'est une espèce orientale, asiatique, on va dire, à phénol. Vous avez Ocimum canum, qui n'est pas utilisé en aromathérapie. C'est un ocimum dont on trouve de nombreuses publications scientifiques, mais on ne le trouve pas dans le commerce. C'est un basilic dont le principe actif majoritaire est le camphre. Étonnant, une cétone. À côté de ça, nous avons un basilic magnifique en olfactothérapie. C'est le basilic qui est sacré en Inde. En Inde, vous avez des plants de basilic qui trônent sur l'autel comme une divinité. À côté du Krishna, à côté de Lakshmi, à côté de Ganesh, vous avez un plant de basilic, le basilic sacré, Tulsi, en langue sanskrit. Et donc, cet Ocimum sanctum est une huile essentielle, nous donne une huile essentielle à eugénol, qui est le basilic sacré. On en a une toute petite quantité au laboratoire. Certains thérapeutes qui font des soins en olfactothérapie et en énergétique utilisent ce basilic sacré. On en parle dans les ouvrages de Lydia Bosson, qui est une naturopathe suisse. Et puis enfin, nous avons le genre Basilicum que nous étudions aujourd'hui, avec 3 spécificités biochimiques. Une spécificité biochimique à méthylchavicol. Une spécificité biochimique, c'est le basilic tropical. Une spécificité biochimique à l'inalol, c'est le basilic provençal. Et une spécificité biochimique beaucoup plus rare à eugénol également. Et puis la proximité olfactive entre le basilic adétol et estragol, voilà, je l'ai déjà vu, donc je peux passer cette diapo. Jetons un petit coup d'œil sur le triangle. Il ne s'agit pas d'une huile essentielle vraiment équilibrée. Je vais la faire sentir ici en classe. Nous avons une huile essentielle qui n'est pas polyvalente, elle ne va pas servir à plein de choses. Elle a un mécanisme d'action qui est assez linéaire. Il y a une molécule largement majoritaire. C'est ce fameux méthylchavicol. À côté de ça, on a beaucoup de traces, beaucoup de familles biochimiques qui sont présentes, mais vous voyez dans le triangle, ce sont des petits points. Un peu de phénol, bien sûr, le génol, puisqu'il existe un schémotype à eugénol. Évidemment, vous avez du linalol, puisqu'il existe un schémotype à linalol. Donc, on a des monoterpènes, des monoterpénols, des phénols. On va retrouver des cétones, puisqu'il y a un schémotype à camphre. Et puis, on va retrouver des traces de cinéol, de calyptol. Ces traces de calyptol, on les trouve dans toutes les lamiacées. On retrouvera des traces de sesquiterpènes également, que nous trouvons dans toutes les lamiacées. Ce sont des traces de bêta-caryotidène, entre autres. Sentez ce côté estragol, estragon. Une des caractéristiques de cette huile essentielle, c'est d'être assez puissante au niveau hépatique et digestif, et donc les premières prises sont inconfortables. La première fois qu'on prend du basilic, on fait beaucoup de renvois. On a du basilic pendant toute l'après-midi, et puis au bout de 2 jours, le système digestif ayant été stimulé, ça disparaît. Et en même temps,
c'est une essentielle qui fait tellement de bien au moral, au cerveau, au système nerveux, au foie, qu'il y a rapidement une sympathie qui se développe pour cette huile essentielle, qui apparaît, qui naît. C'est-à-dire que l'organisme reconnaît les bienfaits de cette huile essentielle et il se fait que c'est une odeur qui devient rapidement très, très agréable. Vous pouvez le goûter. Et là, c'est légèrement piquant. Ce côté légèrement piquant nous indique qu'il y a du phénol. C'est un phénol méthyléther. Et donc, on retrouve le côté un petit peu piquant des phénols, mais c'est beaucoup plus léger. Hein. C'est adouci par la fonction éther, bien sûr. Mais pur sur la peau, ça rougit un petit peu la peau. Ça sent très fort. C'est une odeur culinaire qui ne convient pas trop par voie cutanée. C'est une odeur qui est assez tenace, qui reste assez longtemps sur la peau. Hein. Si je mets du basilic dans mon bain, ma peau va sentir l'estragon pendant un petit temps. Hein. Donc, c'est une odeur assez tenace. Nous, on ne l'utilise pas, je vous l'ai déjà dit, on ne l'utilise pas par voie externe. Certains laboratoires vont l'utiliser sur la peau, dans des huiles de massage, etc. Nous sommes vraiment convaincus que son génie thérapeutique est la voie orale principalement. Jetons un petit coup d'œil sur les propriétés principales de cette huile essentielle. Vous avez compris, c'est un antidouleur et un antispasmodique avant tout. Les spasmes, ce sont soit les spasmes des muscles volontaires, donc des crampes au mollet par exemple, des crampes voilà, qui soient liées au stress, qu'elles soient liées au stress ou à l'exercice physique intense. Le génie thérapeutique du basilic, c'est plus la crampe qui est due au stress que la crampe qui est due à l'exercice physique, bien sûr. La deuxième indication majeure, c'est la douleur. Hein. Donc, prendre une petite goutte de basilic, voilà, avant d'aller chez le dentiste, voilà, ça permet de calmer la douleur, hein, ça permet de diminuer les doses d'antidouleurs que sont les anti-inflammatoires, les paracétamol, les nurophènes, l'aspirine, etc. Cette action antispasmodique va être importante également sur les musculatures lisses du système circulatoire, parce que le système circulatoire participe à la régulation de la température de l'organisme en modulant l'ouverture et la fermeture des vaisseaux. Et cette modulation, cette régulation circulatoire, elle se fait sous la commande du système nerveux. Donc, quand je suis stressé, j'ai ma thermorégulation qui dysfonctionne. C'est-à-dire que je vais avoir des auréoles sous les bras, je vais avoir les mains glacées, les pieds froids, etc., sous l'impact du stress. Le basilic est un antispasmodique vasculaire, c'est-à-dire que quand j'ai le sang qui stagne à cause du système nerveux, que ce soit dans le pelvis, dans le petit bassin, etc., au niveau des menstruations, entre autres, et au niveau du foie, vous avez une hypertension spécifique, une hypertension au niveau, je vais dire, en amont du foie. On appelle ça l'hypertension portale. Et le basilic est vraiment, en médecine, une des essentielles majeures de l'hypertension portale. Donc, c'est un antispasmodique vasculaire qui agit au niveau des menstruations et qui agit au niveau du foie, notamment dans ce que l'on appelle la congestion hépatique. La congestion, c'est un terme qu'on utilise également dans la circulation routière. Hein. Quand il y a trop de véhicules sur le ring est congestionné et donc il y a des embouteillages. Quand il y a trop de sang au niveau du foie, le foie est congestionné, il y a un embouteillage et ça ne circule plus. Normalement, toutes les minutes, il y a 2 litres de sang qui doivent traverser le foie. Mais s'il y a trop, il y a embouteillage et voilà,
Ces embouteillages font que le sang n'est pas évacué. Le basilic, il ouvre les portes. C'est un antispasmodique. Il relâche, il ouvre. C'est comme si on ouvrait, la bande des pneus crevés à la circulation pour désengorger. Ben, le basilic, c'est ce qu'il fait. Il ouvre les voies de sortie, donc ça permet de désengorger le foie et ça permet de favoriser le métabolisme hépatique par ce biais. Voilà. Ce sont des petites images, mais je pense qu'il est important de comprendre la différence. Pour moi, la menthe et le basilic sont deux huiles essentielles hépatiques qui sont opposées, qui sont antagonistes. C'est-à-dire que le basilic agit de la façon opposée à l'action de la menthe au niveau du foie. La menthe est plutôt cholérétique, c'est-à-dire elle va stimuler la cellule du foie pour qu'il fabrique plus de bile. Et le basilic, il est plutôt cholagogue. Il va permettre aux muscles de se relâcher pour que la bile puisse s'écouler. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas incompatible, ça peut être complémentaire, mais l'action est totalement différente. Imaginez, vous avez quelqu'un d'hyper stressé. Il est tellement sur les nerfs que tous ses muscles sont contractés. Son foie fonctionne, il fabrique de la bile, mais la bile, elle ne s'écoule pas parce que c'est contracté, c'est fermé, il n'y a rien qui sort. Si la bile ne peut pas sortir, il faut bien qu'elle trouve une évacuation. Donc, si elle ne peut pas sortir dans l'intestin, elle va faire quoi? Elle va sortir dans le sang. La bile, elle va colorer les paupières. On aura des cernes brunes sous les yeux. On aura le blanc de l'œil qui est jaune, dans le cas de la jaunisse, etc. Alors, quand on ne connaît pas les huiles essentielles, on va regarder, ah, j'ai le blanc de l'œil qui est tout jaune, mon foie ne va pas bien. Qu'est-ce que je peux prendre pour le foie? Ben, l'amande poivrée. Ben non, l'amande poivrée, c'est un tonique. Vous allez produire encore plus de bile et la bile ne s'évacue pas. L'amande, c'est un tonique musculaire. Donc, vous allez encore renforcer plus les contractions musculaires qui empêchent la bile de s'évacuer. Vous allez aggraver le problème. C'est le basilic qu'il faut. Quand je débute, il est normal de ne pas tout connaître. Mais si j'associe les huiles essentielles entre elles, si j'associe la menthe et le basilic, ben, je n'aurai pas de problème parce que j'aurai la combinaison de l'activité de ces deux huiles essentielles. Et donc, j'ai les bénéfices de mes huiles essentielles sans en avoir les risques toxiques. Voilà un petit peu comment comprendre l'action hépatique et circulatoire principalement de cette huile essentielle de basilic. Donc la menthe est cholérétique et le basilic cholagogue? Oui, plutôt. Alors, on peut attribuer les deux propriétés aux deux huiles essentielles, mais dans la menthe, on a une très grosse action cholérétique et une petite action cholagogue, et dans le basilic, on a le contraire. Et puis une autre propriété importante, c'est une action sédative de la douleur, sédative aussi vis-à-vis du sommeil et du système nerveux. Elle permet de calmer une crise de nerfs, une crise d'hystérie. Et puis elle permet surtout de trouver le sommeil et d'apaiser notamment un mental qui empêche de trouver le sommeil. On ne peut pas prendre ça à long terme, pour le sommeil. Je veux dire traditionnellement, jusqu'à il y a 5 ans, il y a des personnes qui prenaient sur des très longues périodes, oui, hein, sur une année, sans difficulté, mais dans une formule complète où il n'y a pas que du basilic, bien sûr, où on va l'associer avec d'autres huiles essentielles comme le petit grain bigaradier, une camomille romaine, éventuellement un ravintsara, une marjolaine, et puis il y a des huiles essentielles beaucoup plus spécifiques du sommeil, comme le houblon, la valériane, etc. Au niveau des données toxicologiques, ben,
Comme vous le voyez, à forte dose, chez le rongeur, le rat notamment, elle va devenir rapidement toxique. C'est pour ça que on va éviter de la prendre à long terme et on va l'associer dans une formule et pas la prendre pure. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de risque létal d'empoisonnement à court terme pour l'huile essentielle en usage cutané. La voie orale est la voie d'utilisation majoritaire, mais si il y a des antécédents de cancer, si on a certaines craintes, on peut, en cas de crise de foie, de la digestion, d'encombrement hépatique, etc., mettre une petite goutte sur les poignets, voire mettre une petite goutte sur la zone hépatique également. En diffusion atmosphérique, voilà, elle n'a pas d'intérêt. On a laissé un plus dans les cas pour le côté antidépresseur et vraiment pour des personnes qui auraient des grosses difficultés intérieures et qui voudraient diffuser avec un petit peu des agrumes, avec un petit peu de basilic pour le côté euphorisant et de l'huile essentielle. Mais c'est vraiment pas la voie d'utilisation normale de cette huile essentielle. En précaution d'emploi, aux doses habituelles, aux doses normales, une goutte 2 à 3 fois par jour. Le basilic est un très bon hépatoprotecteur. Si j'en prenais trop, elle pourrait devenir hépatotoxique. Elle est fluidifiante du sang, mais il faudrait prendre des doses équivalentes à l'aspirine. Une aspirine, c'est 500 mg. 500 mg, c'est 10 gouttes. Donc oui, si vous prenez 10 gouttes de basilic plusieurs fois par jour, vous pourriez avoir une action sur la fluidité du sang. Maintenant, voilà, aux doses normales et habituelles, si vous avez quelques 10 ou 15%, 20% de basilic dans votre formule et que vous prenez 6 gouttes dans la journée, bien sûr, vous n'aurez pas de risque d'hémophilie, d'hémorragie ou de fluidification du sang, entre autres, etc. Donc, vu si vous avez la chance de trouver encore cette huile essentielle et de l'avoir à la maison, elle est terriblement utile pour les situations d'urgence, donc les grosses douleurs et les grosses situations d'urgence. C'est pas quelque chose que en automédication on va prendre au quotidien, mais on va dans les cas d'insomnie sévère ou de crise de nerfs, de gros chocs émotionnels. Je pense un peu comme on utiliserait un rescue dans les fleurs de bac. Cette huile essentielle va rendre d'énormes services, tout comme des douleurs avec des spasmes. Voilà. Tout d'abord, les crampes digestives, hein, les grosses coliques hyper douloureuses, les douleurs à l'estomac, mais surtout aux intestins, voire à la vésicule biliaire, des spasmes liés aux pierres à la vésicule, entre autres, etc. Le basilic, en petite quantité, sera utile. Les laboratoires comme Pranarome, etc., ont tendance à remplacer le basilic par le fenouil. Le fenouil qui n'a pas du tout la puissance d'action d'un basilic et qui va ajouter une petite action, une légère action estrogénique que nous n'avons pas nécessairement dans le basilic. Voilà. Donc, en cas de vraiment tordue de douleur à cause de coliques, etc., 1 à 2 gouttes de basilic sur un sucre, c'est radical. Ça fonctionne super bien. On peut renouveler plusieurs fois dans la journée. Les grosses douleurs des pierres aux reins ou des pierres à la vésicule, de nouveau, le basilic sur un sucre seul et en externe, des lavandes, de la gaultérie, des antispasmodiques également, mais à ester cette fois-ci. Vous voyez, à l'époque, on conseillait jusqu'à un maximum de 12 gouttes dans la journée pour les cas les plus graves, les plus sévères, les plus douloureux, etc.
Maintenant, on va plutôt conseiller de l'associer avec une camomille, par exemple, de prendre une goutte de chaque, maximum 5-6 fois dans la journée. Comme ça, on ne dépassera pas les 5 gouttes de basilic, les 5 ou 6 gouttes de basilic dans la journée. On la retrouve dans le rescue, donc dans les utilisations rescue, un choc émotionnel. On a été, voilà, on est vraiment choqué par une nouvelle à laquelle on ne s'attendait vraiment pas, que peu importe un licenciement, un deuil, un accident d'un proche ou bien soi-même, on a été témoin d'un accident avec blessé, avec décès, etc. Le basilic permet vraiment de gérer le choc nerveux, le choc émotionnel dans l'urgence. J'ai envie de vous dire que le basilic, ce n'est pas une huile essentielle qui traite, c'est une huile essentielle qui permet donc de prendre un petit peu de recul et de hauteur. Et pour ça, jetons un petit coup d'œil sur le triangle. Ben, vous avez une molécule qui est en haut, au-dessus du centre de gravité. Donc, c'est un éther, cette molécule. Et éther, c'est le mot poétique pour désigner les cieux, le ciel. Donc, il y a une forme de connotation d'élévation. C'est-à-dire que quand la situation sur Terre est trop douloureuse, ça permet de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à l'événement. Et en prenant de la hauteur, ça diminue un petit peu le côté dramatique. J'ai envie de dire que le basilic fait immédiatement ce que le temps ferait par rapport à la douleur. Donc on a un deuil, on vient de perdre un proche, c'est dramatique, la douleur elle sera toujours présente, mais elle sera moins aiguë dans 10 ans. Et le basilic, il fait un petit peu ça. Il permet de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de distance, et il rend la chose moins douloureuse et moins violente pendant un certain temps. On pourrait dire d'une certaine façon que le basilic peut faire au niveau du système nerveux ce que pourrait faire l'alcool. Donc, c'est-à-dire prendre une forme de détachement, de recul, de hauteur, etc. Vous allez voir que dans la caractérologie du basilic, rien n'est grave. C'est un personnage qui est d'un optimisme presque pathologique, presque maladif. C'est un personnage qui est incapable de voir le mal. Il y a une capacité à vivre et voilà. Et une certaine fatalité, c'est-à-dire que dans sa conception, la vie est tellement belle ou tellement précieuse, c'est tellement important de vivre que rien n'est plus important. Voilà. On n'est pas mort, nous sommes vivants. Et d'accord, on est face à un drame épouvantable, mais nous sommes vivants. Et il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et cette façon de concevoir les choses, mais c'est pas un exercice, c'est dans sa nature, hein, fait qu'il y a un côté optimiste, antidépresseur, voilà. Je suis en pleine épreuve dramatique. Ok, c'est terrible, mais voilà. Malgré tout, on est vivant et la vie mérite malgré tout d'être vécue. Et dans 10 ans, voilà, la chose sera moins dramatique et il y aura d'autres choses à vivre. Ok, la douleur sera toujours là, mais on aura d'autres joies, d'autres sources d'émerveillement. La vie nous apportera d'autres choses, etc. C'est un petit peu le côté antidépresseur et l'impact d'Ocimum basilicum par rapport à tous ces chocs émotionnels, ces angoisses, ce stress, etc. Au niveau des douleurs menstruelles, la voie orale en accompagnement d'un usage local. Donc, vous voyez, 2 gouttes, le basique tout seul par voie orale éventuellement,
Et puis en externe sur le ventre, là on peut venir avec des esters comme une lavande, avec des aldéhydes comme un eucalyptus cycliodora, si on a peur de prendre des huiles essentielles comme les sauges par exemple, etc. Le côté optimiste d'Ocimum basilicum la met un petit peu à l'abri de la rumination mentale. Voilà. C'est un personnage qui est, je vais dire, plus dans l'émotionnel que dans le mental. C'est un personnage qui est totalement irrationnel, excessif. D'ailleurs, il n'y a presque qu'une molécule. Vous allez le voir avec la caractérologie, mais si je comprends ça, je comprends qu'au niveau de l'insomnie, c'est une huile essentielle qui va diminuer le schéma mental, la routine, le petit moulin dans la tête qui empêche de trouver le sommeil. Avec d'autres huiles essentielles, comme elle est hépatique, elle va également diminuer l'insomnie que l'on appelle digestive. Vous avez des personnes qui sont soumises à un rythme de travail important. On va prendre l'exemple d'une profession que je connais bien, le pharmacien. Donc, il va garder son officine ouverte, parfois de 8h30, 9h jusqu'à 19h le soir. Une fois que l'officine est fermée, que les derniers patients sont partis, il y a un trait administratif, donc il faut quand même ranger les ordonnances, classer, etc., etc. Et puis on rentre le soir après une journée très, très intense, il faut faire à manger, etc. On n'a pas eu le temps de manger le midi. Donc il n'est pas rare que la personne mange chaud, il est 20h30, 21h, on prend un petit verre de vin pour décompresser un petit peu. Et puis on s'endort bien, on vient de manger, on a pris un verre de vin, on s'endort bien, mais au milieu de la nuit, on se réveille et on ne parvient plus à retrouver le sommeil. Ça, c'est l'insomnie dite hépatique, l'insomnie dite digestive de la personne qui mange trop tard, trop copieux, trop riche, peut-être trop arrosé, qui s'endort mais qui se réveille quand, au moment de l'horloge métabolique chinoise, le foie et la digestion travaillent, la personne se réveille vers 2 heures du matin et ne parvient pas à retrouver le sommeil. Ça, c'est typiquement l'insomnie également d'Ocimum basilicum, avec d'autres huiles essentielles hépatiques et digestives, entre autres. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors comme association? Donc, on va l'associer avec des huiles essentielles qui sont des huiles essentielles d'insomnie. Par voie orale, vous avez toujours le petit grain bigaradier qui va être précieux. Et puis après, des huiles essentielles hépatiques ou digestives, comme un romarin verbenone, par exemple. L'aneth n'est pas inintéressante pour le sommeil. L'aneth contient des cétones, une carbone, et les cétones sont hypotensifs, hypothermisantes et inductrices d'un système nerveux propice au sommeil. Un petit peu d'aneth, un petit peu de basilic, certainement pas de menthe, mais un romarin verbenone, voilà. Après, tout dépend si vous voulez plus axer sur le côté insomnie ou sur le côté digestif, voilà, hépatique. Voilà. En fonction de ça, vous allez mettre plutôt certaines huiles essentielles ou plutôt d'autres, bien sûr. Voilà un petit peu pour cette huile essentielle, les utilisations domestiques de cette huile essentielle. Donc, je vous propose de faire peut-être une petite pause, une petite interruption maintenant. On reprendra à 10h55, si vous le voulez bien.